Merci d'être venu. Je vais commencer maintenant par le chapitre suivant, qui est décomposition en profil. La première partie, et après la pause, je vais revenir à la théorie de Cauchy, dont il y a des éléments que je n'ai pas réussi à finir la dernière fois, mais ça sera plus logique à mon avis de faire comme ça. Alors, la décomposition en profil, comme je disais, ça a été inventé, je pense, par Lyons comme outil du calcul des variations dans le cadre linéaire, et après développé par de nombreux auteurs que j'ai mentionnés dans les notes, en particulier Gérard, Merle-Vega, Baouri-Gérard et avant Brésis-Coran. Et ici, je vais présenter un cadre un petit peu un peu abstrait qui a été proposé par Schindler et Tintariev, un peu modifié. Parce que j'aime bien comme ça. Et donc, décomposition en profil, parce que c'est en fait c'est un résultat abstrait. Donc, le cadre, c'est on a un espace de Hilbert séparable. Et on a un groupe G topologique, et pour simplifier, on va supposer maîtrisable, qui agit par des isométries sur H. Isométrie. Donc, ce qui veut dire que à tout élément de G, dans G, est associé une application TG qui est une application unitaire sur H. Et c'est un homomorphisme, donc en langage savant, c'est une représentation unitaire de G. Ce qu'on va étudier, c'est la convergence, ce qu'on appelle convergence faible avec concentration. Suite bornée. Dans H. On dit que UN converge avec concentration vers 0 si pour toute suite Gn, on a TGn, UN converge faiblement vers 0 dans H. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça serait plutôt quelque chose qui ressemble au calcul des variations, parce qu'on étudie la convergence faible. Donc par la suite, je vais écrire
GU au lieu de TGU. Voilà. Bon, de prendre cette généralité, je cours un certain risque parce que quand on fait des choses générales, elles sont plus souvent fausses que quand on fait des choses particulières. Mais bon, disons que j'espère que tout va bien se passer et si jamais il y a un problème, on va le régler. On va le régler plus tard. Bien. Donc, ça définit certaines topologies qui est en général plus forte que la topologie de convergence faible, d'accord? Parce que la convergence faible, elle l'obtient en particulier pour le groupe trivial, d'accord? Et ça, vous voyez, cette condition elle est plus forte parce qu'on demande pour tout Gn, donc on obtient toujours la convergence et convergence faible. Eh bien, alors, il se trouve que cette convergence, elle est maîtrisable sur des boules, sur la boule unité. Cette convergence est maîtrisable. Donc, oui, c'est ça, cette convergence est maîtrisable sur des boules. H de manière suivante. Alors prenons phi k une suite dense dans H et on définit, ça c'est quelque chose qui est connu, qui est classique, on définit la séminorme V, U, V, V comme faible, égale à la somme de k égale 1 à infini, 2 puissance moins k au carré, phi k u au carré. Et donc on a un résultat simple, fait UN, si UN suite bornée, alors UN converge faiblement vers 0 si et seulement si UN V, cette semi-norme, converge vers 0. D'accord. C'est pas une suite dense dans la boule de H? Oui. Oui, on la sépare. Dans la boule unité. Merci, oui. Voilà. D'accord, c'est connu. Parce que si elle converge faible vers 0, alors tous ces éléments convergent vers 0 ponctuellement, mais comme je prends des poids, tout ça converge vers 0 et inversement aussi, et on utilise, mais seulement si UN est issu de bornée, ça c'est très important. En général, ce n'est pas vrai. Alors, donc je peux définir, si on croit à ça, alors je peux définir UNG, UG, la semi-norme G, comme G comme groupe, et comme suprémum pour tous les éléments dans G de cette norme faible. D'accord. Et c'est ça qui est censé maîtriser cette convergence avec concentration. Donc, proposition. Si UN suite bornée, alors UN
converge faible vers 0. Ah oui. On écrira à ce moment-là si elle converge avec concentration. UN converge faible avec le signe G ici vers 0. Et donc, si c'est une suite bornée, alors elle converge avec concentration vers 0, si et seulement si UN et G convergent vers 0. Et d'accord, pour montrer ça, je fais d'abord un lemme qui va servir plus tard. Lemme, alors si UN est suite bornée, alors après extraction d'une sous-suite, et quand je vais plusieurs fois extraire des sous-suites sans changer de notation, donc une sous-suite de UN, je vais toujours noter UN si besoin. Après extraction d'une sous-suite, il existe Gn, une suite dans G, telle que Gn, Un converge faiblement vers U, un certain élément U, et la norme de cet élément U dans H est plus grande que lim sup par rapport à N de cette norme G de UN. Donc c'est une sorte de propriété de Fatou inverse. D'accord. Parce que la propriété de Fatou, elle nous dit que la norme de la limite est plus petite que lim1 des normes de la suite, d'une limite faible. Bon, ici j'ai une inégalité inverse, mais je prends une norme qui est plus faible donc que la norme H. Et preuve. Alors, preuve, j'ai oublié comment je fais cette preuve. Voilà, c'est plus ou moins par les définitions. Donc, en extrayant des sous-suites, lim sup ou lim1, c'est pareil. Mais il existe, après extraction d'une sous-suite, il existe des éléments G tels que somme en K et phi K, Gn, Un au carré, ça converge vers lim sup de Un et G au carré. Et donc ça, c'est par la définition. Oui. Ta lim sup des UNG dépend pas de la suite GN, c'est bien, oui. D'accord. Ouais. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est bien que tu me fasses remarquer ça. Alors, la norme G, elle est invariante par multiplication par G. Donc, la norme... Tu ne peux pas rajouter GU dans ta définition de norme. Parce que tu as oublié le G. Ah oui, ça ici. Ah oui, c'était ça le problème. Oui. Et là, c'est lim sup du coup de GN, UN, si je comprends. Non, maintenant c'est bon, c'est comme ça. Oui, parce que Gn, ça ne change rien si je rajoute Gn ici. Et voilà. Et ça, c'est par la définition. Merci pour. Donc là, c'était vraiment une grave erreur. Et par la définition. Et une fois que j'ai cette suite là, Gn, je peux. Donc après une nouvelle extraction, j'ai Gn UN qui converge faiblement vers U. Ça, c'est juste la compacité faible. Donc, pour tout cas,
phi k et Gn UN convergent vers phi ku. Voilà, et si j'ai ça, alors ça veut dire que la somme de phi k Gn UN au carré converge vers la somme de 2 moins k phi ku au carré. Et ça, comme la somme des poids, c'est 1, et par Cauchy-Schwarz, c'est plus petit que la norme de U au carré. OK. Et ça termine la preuve. Donc, ici, cette convergence, c'est parce que... Bon, c'est parce que il y a convergence ponctuelle et les termes qui sont loin sont tués par les points. Bien. Et donc, si on a ça... ça, c'est une limite. Donc, j'ai une suite. Donc, j'ai trouvé les Gn. Ça, c'est une suite bornée dans H. Et elle converge faiblement vers un certain U. Eh bien, alors, c'est ça? Et donc, preuve de la proposition. Proposition, et l'implication de gauche à droite, elle résulte directement de ça, parce que si UN converge avec concentration vers 0, ça veut dire que la seule possibilité ici pour U, c'est 0. Parce que ça veut dire que pour toute concentration Gn, UN converge faiblement vers 0. Donc U est forcément égal à 0. Donc ça veut dire que l'im sub de UNG est égal à 0. Et donc j'obtiens UN en G converge vers 0. Et donc ça, c'est OK. Et l'autre implication, donc c'est un peu similaire. Donc ça veut dire si UN et G converge vers 0, alors ça implique. Et donc il faut montrer que pour toute suite des Gn, UN converge faiblement vers 0. Mais si UNG converge vers 0, alors ça veut dire que pour tout cas, ponctuellement, et donc on prend, donc je prends Gn, alors pour tout Gn et pour tout cas. Donc d'abord on prend la suite Gn, on a envie de montrer que Gn UN converge faiblement vers 0. Donc pour tout cas, on a phi k Gn UN converge vers 0 parce que en particulier la norme contient ce terme au carré, donc il doit converger vers 0. Et ça implique que Gn, et si c'est vrai pour tout cas, alors ça implique que Gn UN converge faiblement vers 0. Donc ça c'est le fait que c'est maîtrisable. Et après, pour faire le théorème, je vais faire encore deux hypothèses. Deux hypothèses sur le groupe, sur l'action du groupe. Et la première hypothèse, d'abord, un peu pour la nomenclature, donc on écrit Gn converge vers infini si pour tout compact contenu dans G,
on a Gn n'appartient pas à K pour n grand. Et maintenant mes hypothèses. Première hypothèse, c'est Gn converge vers l'infini implique que pour tout UV, on a U GNV converge vers 0. Et c'est ce qui s'appelle en théorie des représentations évanescence des coefficients matriciels. Et la deuxième hypothèse, donc ça veut dire la première hypothèse, c'est que l'opérateur qui correspond à Gn converge dans la topologie faible des opérateurs vers 0, si Gn converge vers l'infini. Et la deuxième hypothèse, c'est continuité forte, donc pour tout U dans H, l'application qui a G associe GU et continue. D'accord. Donc c'est pareil. Donc, ça veut dire que l'application qui a G associe l'opérateur correspondant et continue pour la topologie forte des opérateurs, mais pas forcément pour la topologie, pas pour la norme dans l'espace des opérateurs. Ok, et avec ça, je peux faire une définition. Une suite bornée UN admet une décomposition en profil avec les profils UJ qui sont des éléments dans H. Les déplacements, donc il y a trois termes ici, les profils, les déplacements donc ici J, ça sera une suite potentiellement infinie. Les déplacements GNJ qui sont des éléments de G et les restes WN et grand J qui sont des éléments dans H si UN est la somme donc pour tout grand J, on écrit UN comme la somme de J de 1 à J du déplacement de UJ et plus et le reste et en plus. Donc il y a deux choses, deux conditions qu'on exige. Pour tout J qui est différent de K, on a Gn J-1 et Gnk étant vers infini. Et c'est ce qu'on appelle presque orthogonalité. Presque orthogonalité des déplacements.
Et la deuxième condition, c'est que c'est petit, les restes sont petits. Quand J tend vers l'infini, mais au sens un peu particulier, je prends la lim sup quand n tend vers l'infini de la norme, cette norme de concentration G. Et ça doit être égal à 0. Alors, une proposition explicative. Si UN admet une telle décomposition en profil, alors pour tout J, on a UJ et la limite faible. Donc, c'est la limite faible, je connais le symbole pour ça. Donc, GN J moins 1 UN converge faiblement vers UJ. Ça, c'est une chose. Et en plus, on a l'expansion de Pythagore. Et limite, quand n tend vers infini, de un au carré, moins somme j égale, pour tout j, ça se passe pour tout grand j, j égale 1 jusqu'à j des normes des profils au carré, moins la norme du reste au carré est égal à 0. Voilà. Donc je vais faire une preuve. Mais je veux dire, ça explique peut-être un peu de quoi je parle ici. Il faut penser que donc j'ai des profils, une suite, j'ai envie de la décomposer en un profil fixe qui est déplacé par l'action du groupe. Et chaque profil est déplacé par des déplacements qui sont orthogonaux les uns aux autres. Ça veut dire que orthogonaux, par exemple, une action très simple, c'est la translation. Donc pour les translations, ça veut dire que j'ai des profils qui sont translatés, mais dans des directions qui sont loin les uns des autres. Donc ça, c'est l'orthogonalité. Et à ce moment-là, vous pouvez imaginer effectivement que vous vous attendez à ça. Et donc, j'obtiens le profil en faisant l'action inverse pour chaque J. Et vous vous attendez à avoir la norme parce qu'il y a les termes croisés. Si je déplace loin les profils les uns des autres, alors quand je calcule la norme au carré, j'ai des termes croisés qui sont petits et ça devrait me donner cette expression du Pythagore. Preuve de ça. Donc pour montrer la convergence faible, comme cette suite est bornée, UN est bornée, donc il suffit de montrer que la limite en n de Gn J moins 1 UN moins UJ en norme W est égale à 0.
est égal à 0. D'accord? Parce que UN est une suite bornée, donc convergence faible, elle est maîtrisée par W. Comment je fais ça? Je prends epsilon qui est strictement positif et je vais vous montrer que pour n assez grand, ce sera plus petit que epsilon. Et comment on fait ça? On choisit soit J grand, de sorte que donc je prends Gn J inverse de la somme, parce que je suppose que j'ai la décomposition en profil. Dans un premier temps, je vais me débarrasser de ça. C'est ça que je suis en train de faire maintenant. Donc si je prends J grand, alors la norme GNJ moins 1 de W NJ faible, elle est plus petite par définition que Wn, un peu plutôt lim sup de ça. Elle est plus petite que lim sup en n de WNJ, G. Et ça, si J est grand, alors on part par la condition que j'avais mise ici, c'est plus petit que epsilon. C'est juste ponctuellement, la norme W de action sur W est plus petite que la norme G, par la définition de la norme G. Donc une fois grand J est fixé, maintenant pour tout K, qui est dans l'ensemble 1 jusqu'à J sauf petit j, on a Gn J-1, Gnk UK, converge faible vers 0. Parce que les suites sont orthogonaux, comme K n'est pas égal à J, alors cet élément-là converge vers l'infini dans G. Et comme ça converge vers l'infini, ça c'est un élément fixe. Donc l'évanescence des coefficients matriciels me dit que ça converge faible vers 0. D'accord? Donc, lim sup n de Gn J-1 Un moins Uj W est plus petit que epsilon. Parce que tout est linéaire ici. Donc j'écris Un comme somme de J jusqu'à J de GNJ Uj plus WNJ. Après, j'applique GNJ-1. Je sais que ce morceau-là qui me vient du reste est plus petit que epsilon. Et tous les autres morceaux convergent faiblement vers 0. Donc, ne donnent pas de contribution de la limite quand on est vers l'infini. Et ça me termine la preuve. Donc, ça, c'est démontré le premier point. Et deuxième point, donc expansion des Pythagore. Et comment on fait ça? On calcule la norme de UN au carré. Donc on prend cette expression et on la met au carré. Et ça nous donne exactement ça, plus des termes croisés qui sont des produits scalaires. Donc il faut montrer que tous ces produits scalaires convergent vers 0. Et donc, il faut montrer que GNJ UJ, GNK UK convergent vers 0 et GN
J, U, J, W, N, J aussi convergent vers 0. D'accord. Donc le premier c'est clair. C'est encore une fois l'évanescence des coefficients matriciels parce que je mets GNJ à droite par exemple et à ce moment-là je sais que GNJ-1 et GNK va converger vers l'infini. Ça et ça sont des fonctions fixes, donc c'est exactement mon hypothèse. Maintenant, celui-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup plus compliqué. C'est juste que, mais je le mets explicitement parce que c'est important pour la suite. Donc, il suffit de voir, on vérifie que GNJ-1, WNJ converge faiblement vers 0. Et ça va suffire parce qu'après je teste contre un profil qui est fixe, donc ça va me donner la convergence vers 0. Et pour faire ça, on applique et donc pour cela, on applique GNJ-1 à étoile. Et parce que si j'applique GNJ-1 à étoile, on a déjà vérifié que GNJ-1 de UN converge faiblement vers UJ. Et à droite, j'obtiens tous les éléments sauf l'élément petit j vont converger vers 0 par l'évanescence des coefficients matriciels. L'élément petit j va converger vers UJ. Et donc, ça veut dire que faible, donc ça veut dire que ce qui reste, ça converge faible vers 0. Donc, c'est OK. Bien. Bien. Donc, ça, c'était une proposition explicative. Maintenant, il y a le théorème. Tout de suite, borné, UN admet une sous-suite à une sous-suite, donc à une sous-suite près, à une sous-suite qui admet une décomposition en profil. De plus, si UN, déjà UN converge avec concentration vers 0, alors la seule décomposition et la décomposition triviale, donc tous les profils sont égaux à 0. Donc c'est une sorte d'existence et l'unicité. Je mets cette deuxième phrase qui peut sembler un petit peu bizarre, mais c'est ça la manière courte et commode de dire que la décomposition est essentiellement unique. Parce que si on a deux décompositions de la même suite, on fait la différence et ça nous donne une décomposition de 0. Et ça on dit qu'on ne peut pas décomposer, on ne peut pas créer quelque chose de 0. Donc c'est essentiellement l'unicité de la décomposition, la deuxième phrase. Bien, je vais démontrer ce résultat maintenant. Preuve, elle est constructive. Donc, des gens voient ça un peu comme... Enfin, bref,
constructive. Et donc je trouve les profils U1, U2 et les déplacements un par un par une sorte de récurrence. Donc supposons constructif par récurrence. Par récurrence. Supposons qu'on a trouvé déjà les profils U1, U2 et jusqu'à UJ-1 et les déplacements Gn1, Gn et J-1 de sorte que, en respectant les conditions, de telle sorte que donc les suites, les déplacements sont orthogonaux, Gn, J et Gnk orthogonaux. Deuxième point, donc j'ai montré s'il y a une décomposition, alors forcément les profils sont obtenus comme limite faible de la suite déplacée. Donc, est-ce que j'ai envie de supposer ça? Mais je vais écrire ça un petit peu différemment. GNJ, je vais supposer que GNJ de WNJ-1 converge faiblement vers 0 pour J égale 1 jusqu'à J-1, ce qui est plus ou moins pareil que ce que j'avais dit avant. Et la troisième condition, c'est que UJ en norme H sera plus grand que lim_sup en N de la norme G de J-1. Pareil pour J égale 1 jusqu'à J-1. Et maintenant, je trouve le profil, on construit le suivant. UJ, de manière suivante. Donc, il y a deux possibilités. Si je n'ai pas écrit l'erreur WNJ-1, mais si on a les profils et les déplacements, l'erreur c'est juste la différence de la suite et moins la somme des déplacements des profils. Et donc si WNJ-1 en G converge vers 0, alors c'est fini. Alors on peut mettre U et J égale UJ plus 1 égale, etc., égale 0. Tous les profils suivants sont 0 et ça marche. On a bien en particulier, si déjà ça converge vers 0, alors ça vérifie ce qu'on voulait. Et sinon, par le lemme que j'ai effacé déjà, il existe UJ et les déplacements GNJ qui vérifient ça. Parce que c'est exactement l'inverse de la propriété de Fatou. UJ en H plus grand que lim_sup N de WN
J-1 et G. Et GNJ moins 1 WN J-1 converge faible vers UJ. D'accord, est-ce que j'ai bien expliqué ce qui se passe ici? Donc on tire le profil un par un, et maintenant si le reste est déjà vérifié l'évanescence dans la norme G, alors c'est bon. Alors sinon, par le lemme, par l'inverse de la propriété de Fatou, il existe un profil que je peux obtenir comme étant une limite faible après des déplacements de UJ, et ce qui est important, c'est que je prends celui qui est grand, Je prends un profil qui est grand. Et cette égalité me quantifie ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe rapidement? Donc, on peut trouver... Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut que je vérifie ces conditions. Donc, GNJ et GNK orthogonaux. Alors c'est là parce qu'il faut quand même que j'utilise mes hypothèses que j'avais faites. Donc si Gn et GNJ pas orthogonales à GNJ pour un certain J plus petit que J-1. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que pas orthogonal? Ça veut dire que après une extraction d'une sous-suite, ça reste dans un compact. Et si ça reste dans un compact et le groupe est maîtrisable, ça veut dire que ça converge vers quelque chose. Donc, ça veut dire qu'après une sous-suite, j'ai Gn J-1 GNJ converge vers G dans G. Et là, je fais la chose suivante. Donc, je prends phi qui est dans H. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe alors pas la continuité forte, qui était mon hypothèse. J'ai Gn NJ-1 GNJ, phi converge vers G phi. Mais j'ai aussi Gn J-1 WN J-1 converge faiblement vers 0. Parce que c'est ce que j'avais supposé ici. J'ai oublié moins. Et aussi, moins 1 GNJ UJ converge fort vers G UJ. Voilà, donc qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça implique que si je prends le produit scalaire de Gn J-1 GNJ phi et de Gn J-1, dans un instant je vais essayer d'expliquer en mots qu'est-ce que je suis en train de faire. Moins GNJ moins 1 GN J UJ, ça converge vers G phi et G UJ. Parce que ce bout-là converge vers G phi et ça converge faible vers
vers G UJ. D'accord? Parce que ce bout-là converge faiblement et ce bout-là même fortement. Donc en particulier, il y a convergence faible ici, convergence forte à gauche, donc ça converge vers ce produit scalaire. Et là, comme je dis, c'est une isométrie, alors c'est phi UJ. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la chose suivante, donc la même chose est égale, je peux supprimer déjà GNJ, c'est une isométrie, donc je peux supprimer partout GNJ. Et après, je peux multiplier par Gn grand J moins 1 à droite et à gauche. Et ça va converger vers. Donc, j'ai pris U grand J, c'est la limite faible exactement de GNJ moins 1 de WNJ moins 1. Donc, ici, j'aurai phi, si je fais ça. Et à droite, ça va converger faiblement vers UJ moins UJ. Donc, vers 0. Ça, c'est 0. Et donc j'aurai phi UJ égale à 0, ce qui est impossible parce qu'on a supposé que UJ était différent de 0. Voilà, donc ça c'est intuitif, si on y pense, c'est pas compliqué, mais je me suis peut-être un petit peu... Enfin, j'avais un petit peu oublié c'était quoi l'idée principale de la preuve, mais c'est de dire que j'ai pris UJ comme étant la limite faible de WNJ-1, et après j'ai envie de dire il y avait une suite avant qui n'était pas orthogonale à celle-là. Mais ça veut dire en fait que ce bout-là, je l'aurais extrait avant. Donc c'est ça que je suis en train de faire dans cette preuve. Et c'est pour ça qu'on obtient à la fin la contradiction avec UJ différent de 0, parce que exactement ce que j'avais extrait avant déjà, ce profil. C'est ça que cette preuve signifie. S'ils n'étaient pas orthogonaux. OK. Et pour finir, cette unicité, ça vient directement de la proposition que je viens d'effacer, parce que s'il y a des compositions, alors les profils sont les limites faibles. Donc si ça converge déjà dans G vers 0, ça veut dire que toutes ces limites faibles sont 0. Donc il y a une composition triviale. Ah oui, mais je n'ai pas fini la preuve, en fait. Oui, je n'ai pas fini la preuve, mais presque. Parce que si on regarde ces conditions-là, et on regarde la preuve de la proposition précédente de l'extension de Pythagore, on voit que ça permet de faire passer l'extension de Pythagore. Et donc, on a l'expansion de Pythagore. On peut vérifier l'expansion de Pythagore. Et si j'ai l'expansion de Pythagore en particulier, UJ, la norme de UJ converge vers 0 quand J tend vers infini. Parce que ça veut dire la somme c'est sommable avec des carrés, donc en particulier converge vers 0. Et alors le troisième point implique la conclusion. Parce que ça converge vers 0, c'est majoré, donc, et c'est exactement ce qu'il me faut. Il me faut l'im sup de n converge vers 0 comme quand J tend vers infini. Et ça, c'est la fin de la phrase. D'accord, donc ce qui est important dans les applications, donc ça c'est fini la partie abstraite, c'est de décrire cette topologie de convergence avec concentration en termes utiles, par exemple pour étudier des équations non linéaires, donc des normes de Lebesgue, Sobolev, Bessov, etc., en espace Ricard, en espace-temps. Et dans notre cas, je vais faire ça, donc description de la topologie. Premier exemple, on prend H
qui est l'espace de Sobolev H1, R, et on prend le groupe des translations, G égale R, agissant par Tx F égale F de translaté par X, ou je vais mettre Y ici, X égale F X moins Y. Et à ce moment-là, je prétends que si UN suite bornée alors UN converge avec concentration vers 0, si et seulement si UN converge en 1 infini vers 0. Pourquoi ça? Alors, dans ce type de situation, l'implication qui va de droite à gauche, elle est typiquement souvent très simple, parce que à chaque fois que j'ai une norme qui est invariante par G, elle forcément majeure la norme G qui est en quelque sorte la plus faible, qui est invariante par G. Et donc, ça, c'est simple. On pourrait dire que c'est la propriété de Fatou, par exemple. Propriété de Fatou. Et par ça, je veux dire que si j'ai une suite Gn Un j'ai une suite Un qui converge en N infini vers 0, j'ai une suite de translation Gn, alors c'est invariant donc ça reste, j'ai Gn Un qui converge dans l'infini vers 0. Et la norme à l'infini, on peut dire par exemple que c'est une fonctionnelle convexe qui est continue et qui s'annule seulement en 0, donc la propriété connue du calcul des variations nous dit que la limite faible peut être que 0 dans ces cas-là. Donc ça c'est bon. Et ça c'est toujours un petit peu plus de travail. Et si Gn, et donc maintenant on suppose que toute translation de Un converge faiblement vers 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends prénom xn tel que Un en point xn, c'est par exemple plus grand que 1,5 de la norme L infini de Un. D'accord? Donc, et donc, ça veut dire que Txn Un en 0, peut-être moins ici, c'est plus grand que 1,5 de Un à l'infini. Mais si ça converge faiblement vers 0, alors par Ehrlich, on obtient que ça converge en 0, évalué en 0, c'est converge vers 0. Donc par Ehrlich, j'obtiens Un à l'infini converge vers 0. Donc je pense que cet exemple-là, c'est le premier qui a été enfin les premiers papiers dans les années 80. Il a été fait, cet exemple. Et maintenant, on va regarder la situation qui est plus proche de ce qui m'intéresse. Donc, G égale groupe multiplicatif qui agit par le changement d'échelle. Sur H, qui est l'espace que j'avais défini la dernière fois. Si vous vous souvenez, la norme, c'est la dérivée au carré plus les termes de Hardy, 1 sur E carré, U carré. Et donc, agissant par ce qu'on avait aussi défini la dernière fois, donc par changement d'échelle,
c'est ce qu'on a appelé U lambda, qui est changement d'échelle. Et alors, ce que je dis, c'est qu'à ce moment-là, UN G converge vers 0 avec concentration, si et seulement si, pareil, UN L infini converge vers 0. Et preuve, c'est changement de variable. Le changement qu'on a vu la dernière fois, RK égale exponentielle x, nous ramène à l'exemple précédent. Parce que le changement d'échelle est transformé en translation par ce changement de variable. Et la norme L infinie, c'est la même chose. Donc la norme L infinie est transformée en norme L infinie. On a vu que ce changement de variable, c'est une isométrie de H avec H1 sur R. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Et enfin, on va regarder je regarde l'action suivante T lambda est égal à S moins T de U0 point remis à l'échelle lambda. Et, donc je rappelle S, c'est sur l'espace de Hilbert, ici H, c'est l'espace de Hilbert qu'on avait la dernière fois, H croix L2. Et le groupe, c'est R croix 0 infini. Mais c'est pas un produit direct, c'est un produit semi-direct, mais ça peu importe ici. Et voilà. Et donc c'est le flot linéaire des ondes, les flots linéaires qu'on a vu la dernière fois, appliqués à un changement d'échelle de la donnée initiale qui est dans E. Et proposition. À ce moment-là, UN, donc U0, UN point, converge vers 0 avec concentration. Si et seulement si, si et seulement si, ST, UN en L infini converge vers 0. Si et seulement si, ST, UN point, en Stricars converge vers 0. Donc pourquoi ça? Je vais seulement dire en mots parce que c'est très simple. Cette implication, L infini, c'est pour ça que j'avais mis des normes, ce que j'avais appelé normes inégalité de Stricars améliorée, pour dire que convergence en L infini, toujours UN est une suite bornée. Donc convergence en L infini implique convergence des normes de Stricars vers 0 par l'EM qu'on avait appelé Stricars raffiné, Et maintenant, Stricars implique convergence vers 0 en G. C'est la même astuce. C'est une fonction convexe continue qui est variante par G. Donc, on obtient que ça implique ça. Et maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est de voir que convergence avec concentration vers 0 implique la convergence en L infini à l'infini. Mais bon, vous pouvez imaginer ce que je vais faire. Je vais prendre, comme tout à l'heure, je vais prendre la suite Tn qui
qui atteint presque un facteur 1,5 par exemple, la norme elle est infinie. Donc je vais refaire 2 fois ce que j'avais fait pour la norme à l'infini, qui était le premier exemple. Et donc je prends la norme, je prends par exemple Tn telle que la norme L infinie de S moins Tn de un point en L infini est plus grande que 1,5 de la norme S de T un point en L infini. Mais maintenant, je sais que maintenant je peux appliquer des changements d'échelle, parce que j'ai deux paramètres dans mon groupe. Donc je sais que tous les changements d'échelle de cette suite vont converger vers 0 faiblement. Donc j'applique ce que je viens de démontrer à la proposition précédente, ça me dit qu'à l'infini, ça converge vers 0. Voilà, si ça converge vers 0 à l'infini, ça veut dire que ce qui est à droite aussi converge vers à l'infini à l'infini. Voilà. Donc c'est bon, moi je suis content, j'ai fait ce que je voulais faire parce que je voulais arriver à cette proposition qui me caractérise la convergence avec concentration en termes de norme de Strickart. Et je voulais faire ça en détail parce qu'on a le principe général qui est souvent dans ce type de démonstration, qui a des normes de type L infini qui apparaissent. Et ce n'est pas par hasard parce que la norme de G a été définie comme étant sup de quelque chose. Donc c'est normal qu'il y ait des normes à l'infini qui apparaissent. Après, ce qui est le travail plus ou moins facile, c'est d'exprimer la topologie à l'infini, de type à l'infini, ça peut être en fréquence parfois. Donc des normes de type Bezoff infini ou Bezoff infini. Et en termes d'autres normes qui nous conviennent, ici il se trouve que ça a été facile à faire. Et donc pour cette action de groupe, je vais signaler pour finir que ça vérifie des hypothèses que j'avais faites. Donc ça c'est déjà bien à vérifier que si on applique le théorème, ça vérifie les hypothèses, mais ça peut se faire. Et il y a une preuve détaillée dans les notes. Et qu'on peut vérifier aussi que les suites Tn lambda n et Tn tilde lambda n tilde sont orthogonales. Et si et seulement si, et limite quand n tend vers l'infini de lambda n est divisé par lambda n tilde plus lambda n tilde divisé par lambda n plus Tn moins Tn tilde et divisé par lambda n converge vers l'infini. Donc deux suites sont orthogonales si et seulement si, soit les échelles c'est pas la même échelle, et si c'est la même échelle, alors ça veut dire que le temps qu'on fait évoluer, la différence des temps par lesquels on fait évoluer, tend vers plus infini. Je vais faire peut-être 5 minutes de pause, et on va faire les applications non linéaires après la pause.
est-ce qu'on attend? Bien, je vais reprendre. Donc j'ai écrit ici la proposition qu'on obtient en langage concret des normes de Strickart. Tout de suite, on a une suite bornée dans l'espace E. Et après une extraction, j'ai juste réécrit ce qu'il y avait écrit de manière abstraite avant. Donc l'action, c'est... avant, j'avais mis, sur ce tableau-là, j'avais mis d'abord le changement d'échelle et ensuite le flow linéaire. Ici, j'ai inversé, donc ça me fait entrer lambda ici. Parce que si on concentre la donnée initiale, elle évolue plus vite en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il y a lambda qui rentre ici. Et voilà, et on a la norme de Strickart, c'est l'évolution linéaire du terme de S en termes de Strickart, en norme de Strickart converge vers 0. Et on dit, donc ça c'est Bauer et Gérard qui ont proposé de classifier ces profils en 3 types. Et donc, si on extrait une sous-suite, encore une fois, on peut supposer que le quotient TJN divisé par lambda JN converge vers quelque chose qui est soit un nombre fini, soit moins fini, soit plus infini. Si c'est un nombre fini, alors on peut translater le profil par flow linéaire de cette limite et se ramener au cas où c'est 0 en fait. Donc, c'est TJN, on peut supposer que soit, en extrayant encore une fois une sous-suite, que soit il n'y a pas de translation en temps, c'est TJN égale à 0, et dans ce cas-là, on dit que c'est une onde centrée, ce profil-là. Si le quotient TJN divisé par lambda JN tend vers infini, on dit onde entrante, et si ça tend vers moins infini, on dit onde sortante. Donc pourquoi ces 3 noms? Parce que maintenant on va regarder donc j'ai mis déjà U0n, U0n point, parce qu'on va regarder ça comme une donnée initiale. C'est pair, comme donnée initiale. Et si on regarde maintenant le flow linéaire pour l'instant, donc imaginons qu'on applique le flow linéaire à U0, donc le propagateur S à U0n, U0n point. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on voit un profil centré, c'est juste un profil centré qui est éventuellement remis à l'échelle. C'est ce qui s'appelle onde centrée. Si on regarde les temps positifs, ça va disperser. Si on regarde les temps négatifs, ça va disperser après ce profil. Maintenant, onde entrante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un profil qui est remis à l'échelle, mais avant, on évolue vers le passé. Donc ça veut dire qu'on a une onde qui est dispersée déjà, qu'on regarde le moment initial. Après, elle va se matérialiser dans le futur. Donc on a en quelque sorte une onde qui entre quand on fait évoluer dans le temps. D'accord? Et après, donc, elle va se matérialiser après un certain temps, après elle va disperser de nouveau. Et onde sortante, c'est parce qu'elle est déjà dispersée. Elle a déjà dispersé, donc elle sort déjà, et après on évolue, et elle va continuer à disperser. Donc c'est comme ça que je comprends ces trois noms. Et ça sera important la semaine prochaine Enfin, je risque d'utiliser un certain nombre de fois ces noms. Quand je vais donner, parce que la semaine prochaine, je ne vais pas faire toutes les démonstrations complètes, mais je vais donner des intuitions, des raisons. Et pour ça, c'est pratique d'avoir en tête qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 types d'ondes. Et maintenant, ce qui m'intéresse, donc ça c'est pour le flow linéaire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment le flow non linéaire fait évoluer ces morceaux. À quel point ils évoluent indépendamment les uns des autres. Et pour ça, il y a un lemme que je n'ai pas réussi à mettre la dernière fois. Donc je vais vous dire maintenant, qui fait partie de la théorie de Cauchy.
Mais avant ça, il y a des éléments de la théorie de Cauchy que je dois rappeler. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est on a résolu par le point fixe le problème de Cauchy avec la donnée initiale qui est en 0. Mais je dois remarquer que la même preuve, enfin presque la même, donne aussi la possibilité de résoudre ce problème à l'infini ou à moins infini. Donc, résoudre le problème. Donc, la même preuve, M. Ben, je ne vais pas tout réécrire, mais juste, donc c'est la même chose que donc, ce qu'on avait obtenu pour la théorie de Cauchy. C'est que si j'ai la donnée initiale en temps 0 qui vérifie, donc tout est borné dans l'espace d'énergie, et en plus, si si j'ai le flow nombre de Srikart qui est petite, alors ça implique existence locale sur cet intervalle-là, sur SI. Et en plus, on a que donc, existence sur I avec la donnée initiale U0 dt U0 égale U0 U0 point. Et en plus, on a que ça ne s'éloigne pas trop, ce qui est important aussi pour moi tout à l'heure, que ça reste proche du flow linéaire. Donc U dtu moins UL, ce qu'on avait appelé UL, et dtUL. Et donc ça veut dire flow linéaire avec la même donnée initiale en E, sup en T de la norme E, plus la même chose Srikart. Et ben on est à une constante près par le cube, en l'occurrence, de la taille de la donnée initiale. Et la même preuve permet de résoudre le problème de Cauchy à l'infini ce qui veut dire trouver la solution de wave map du flow non linéaire tel que limite quand t tend vers infini de U dtu moins UL dtUL E égale à 0. Ou à moins infini, ou la même chose. Quand t tend vers moins infini. Et c'est juste qu'on définit l'application grand F comme étant la solution du problème. Donc je vous rappelle, on avait défini V égale FU comme solution du problème dtV plus LKV égale la non-linéarité appliquée à U, c'est U cube divisé par R carré, avec la condition initiale, donc c'est une équation linéaire, avec la condition initiale V0, dtV0 égale U0 point. Bah, à la place, on met étoile comme condition initiale. Et étoile. Et le reste de la preuve, c'est pareil. On démontre que c'est une contraction.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend si on dit que UN, qu'une solution U diffuse ou se disperse, je pourrais dire aussi. Ça veut dire, si U est solution de l'équation non linéaire, on dit U disperse, se disperse, je devrais dire, se disperse, pour temps positif si U dtu moins UL dtUL converge vers 0 pour une certaine équation, pour une certaine solution linéaire UL. Et critères de dispersion, c'est le principe général. Donc en général, si on a l'équation avec le terme de forcing, donc dtv plus lk v égale f, alors si f est intégrable, f défini pour tous les temps suffisamment grands, alors si f est intégrable sur l'intervalle par exemple t0 infini, alors v se disperse. C'est pas difficile à montrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une solution se disperse? Ça veut dire que ce forcing est intégrable dans la norme L1, L2. Et c'est ça le critère c'est comme ça qu'on reconnaît des solutions qui se dispersent. Donc, ça veut dire que U est dans la norme de Stricars. Donc ça, c'est des compléments. Maintenant, et en particulier par les estimations de Stricars, on voit que les solutions, si j'ai des données qui sont petites, alors je peux résoudre ça sur I égale à R et ça se disperse. Parce que la norme de Stricars de toute la solution est finie, donc par ce principe-là, elle se disperse. Donc petite donnée implique dispersion pour cette équation. Oui. Et ce qu'il me faut pour étudier la propagation des profils, c'est le lemme suivant. Lemme qu'on appelle, que les gens appellent lemme de perturbation. Pour tout M, il existe epsilon qui dépend de M et une constante C qui elle aussi dépend de M ayant la propriété suivante. Soit je prends un intervalle de temps ou ça pourrait être aussi en temps fini ou infini. V, une fonction définie sur I croix 0 infini et qui est bornée par M, donc V dtv
L infini sur L infini I à valeur dans E plus V et Stricart sur I est borné par M et qui résout le problème suivant dt de V plus LKV égale ZV V cube R carré, donc la non-linéarité de mon problème, mais maintenant plus H, donc pas exactement, mais avec un forcing, et avec la donnée initiale V0 dtV 0 égale V0 point. Bah, je n'ai pas fini à formuler le lemme. Je continue ici la formulation du lemme, soit U0 point dans E et epsilon dans 0, epsilon 0. Epsilon 0. Epsilon 0. Supposons que et la différence des conditions initiales, l'écart des conditions initiales dans E est plus petit que epsilon et H aussi. Et le forcing est plus petit que epsilon aussi. Donc L1, L2. Alors, la solution U de mon problème non linéaire, WaveMap, avec la donnée initiale U0 point, est définie sur I. Et on a l'estimation U donc sup pour T dans I de U dTU moins V dTV dans E plus U moins V dans Stricart est plus petit que C fois epsilon. Bon, c'est très long comme lemme, donc j'aurais préféré dire la signification du lemme. Qu'est-ce que c'est? J'ai V qui est une solution approchée de mon problème. V, c'est une solution approchée qui a une norme en termes d'énergie et une borne en termes de la norme d'énergie et en termes de la norme de Stricart. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Donc j'ai une solution approchée V. Et ici, j'ai une vraie solution, U, dont la donnée initiale est proche de celle de V, et le forcing, donc c'est une bonne solution approchée, le forcing est petit. Et à ce moment-là, la vraie solution existe aussi sur le même intervalle et reste proche de la solution approchée. Donc c'est ça la signification du lemme. Et comment je peux démontrer, je ne vais pas faire peut-être en détail, mais l'idée est claire et facile à comprendre. Une sorte de démonstration. C'est que je regarde la différence, parce que j'ai envie d'avoir la conclusion sur U moins V, donc on considère
V qui est maintenant V moins U, U moins V. U moins V. W, pardon, W qui est U moins V, W0, W0 point, c'est U0 moins U0 moins V0, U0 point moins V0 point. Donc, alors W résout l'équation suivante. dt2W plus LKW égale F, un forcing que je définis comme Z de V plus W, V plus W 3 divisé par R2, moins ZV V cube R2, moins H. V plus W, c'est U. Donc c'est pour ça que j'ai ce terme là en faisant la différence de deux équations. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dois utiliser les estimations de Stricars pour cette équation. Donc j'ai l'équation linéaire pour W. J'applique Stricars. Et donc, mais ça marche que dans le cas. Donc, regardons ce qu'on obtient par Stricars. F. Pardon, ça c'est pas par Stricars, mais c'est juste par calcul direct. Je dois estimer dans L1, L2 le forcing pour ensuite appliquer Stricars. L1, L2, et si je fais ça brutalement, je fais la différence ici, donc j'obtiens que des termes croisés en W. Si je fais tout ça, j'obtiens l'estimation suivante, W L infini E au plus W Stricars sur I. Tout ça se passe sur un intervalle. Et fois V au carré plus V en Stricars au carré plus W Stricars au carré plus W Stricars au cube. Ben, je passe j'en mets les détails, c'est ce que j'ai obtenu. Plus H L1, L2. Et après, par Stricars, ce que je vais obtenir, c'est que W en L infini E plus WS est estimé par ce truc-là, par un forcing. Plus epsilon, encore une fois, parce que la donnée ici n'est pas tout à fait la même, donc je rajoute plus epsilon. Et donc, vous remarquez si j'ai un problème avec ce terme-là, mais ça c'est égal à ça, donc si ça c'est petit, je peux absorber à droite et obtenir l'estimation que je veux. Mais ce n'est pas forcément petit, je ne sais pas encore que W est petit. Non, pardon, c'est ce que je suis... je ne sais pas encore que W... voilà, je ne sais pas encore que W est petit. Mais je sais que c'est la convergence de Lebesgue qui me dit que si je prends un intervalle vraiment petit, ça sera quand même petit. Donc après, c'est l'argument de continuité qui fonctionne si V est petit. Donc j'ai besoin de savoir deux choses, que cette norme-là est petite et W aussi est petit. Donc, il y a deux choses à faire. La première, c'est diviser l'intervalle en un nombre fini de morceaux pour s'assurer que, ça c'est vrai, que V, en Stricars, c'est petit sur chaque intervalle. Ça, c'est la première astuce à faire. Et après, une fois que c'est fait, donc ça me permettrait d'absorber ce terme à gauche si W est petit. Et ça, je ne sais pas encore, mais je fais l'argument de continuité. Donc, je commence avec un intervalle de temps vraiment tout petit pour que ce soit vrai. Mais la conclusion, c'est que c'est petit. Donc après, par l'argument de continuité, je peux élargir l'intervalle jusqu'à arriver à un intervalle sur lequel V en S est petit.
Et après, c'est que nombre fini d'intervalles, et sur chaque intervalle, je répète ça et j'obtiens la conclusion. Voilà. Donc, désolé, je ne vais pas faire tout. J'ai été un peu rapide avec cette démonstration. Donc maintenant, j'ai envie d'appliquer ça et regarder comment se propagent les profils. Donc je retourne à mes profils et donc ça nécessite d'introduire la notion du profil non linéaire. Profil non linéaire. Donc, à chaque profil UJ point, on va associer on associe ce qui s'appelle profil non linéaire VJ point. Plutôt VJ, c'est une solution de l'équation non linéaire. Donc c'est VJ qui dépend du temps et de R, TR, qui est la solution telle que limite quand n tend vers l'infini de Vj et moins Tjn divisé par lambda Jn et donc c'est une paire dt de la même chose moins l'évolution linéaire, ce qu'on avait dans la décomposition en profil, S de moins Tjn divisé par lambda Jn de Uj point en énergie est égal à 0. D'accord. Donc ce terme-là, c'est ce qu'on avait dans la décomposition en profil. Et donc, si c'est une onde centrée, c'est le problème de Cauchy, c'est une onde sortante ou entrante, et c'est le problème de Cauchy à l'infini, qu'on peut résoudre aussi. Et donc, c'est bien défini, c'est unique. Et les profils non linéaires. Et maintenant, pour me simplifier la notation, je vais écrire VNGT qui sera VG évolué un petit peu, donc évolué par les temps T moins TJN divisé par lambda JN, et tout ça est remis à l'échelle lambda JN. Tout ça remis à l'échelle lambda JN. Et donc, pardon, ce n'est pas tout à fait ça ce qu'on avait dans la décomposition en profil. Dans la décomposition en profil, on avait ça, mais remis à l'échelle. On avait les termes suivants que je vais noter UNJ T égale le flot linéaire, la même chose mais linéaire. Donc S de T moins TJN divisé par lambda JN de UJ point, et tout ça remis à l'échelle lambda JN aussi. Donc les termes dans la décomposition en profil, c'était UNJ en 0. En 0. Et UNJT, c'est l'évolution linéaire de chaque profil linéaire.
Et donc, la condition du profil, la définition du profil non linéaire, c'est que VJN, VJN en 0 moins UJN en 0, enfin, est dérivé aussi de la paire VNJ dt VNJ moins UNJ dt UNJ converge vers 0 en temps initial. Donc les profils non linéaires, c'est les solutions de l'équation non linéaire qui sont proches de ces des morceaux de la donnée initiale donnée par la décomposition profil et qui résolvent l'équation non linéaire. Et qu'est-ce que je voudrais vous faire remarquer, observer, c'est que on a souvent, quand on fait la décomposition en profil, on a parfois des soucis avec le fait qu'il y a deux limites en J et en N. On est souvent embêté par les bornes quand J tend vers l'infini de certains morceaux. Et pour ça, il faut avoir un moyen de traiter ça. Et ici, le moyen, il est simple. C'est observation. Et si j'ai un profil qui est petit, donc pour J est grand, si Uj point E c'est petit, alors la théorie de Cauchy m'implique en particulier que Vn ne s'éloigne pas de Un trop. À ce moment-là, on n'a que sup. C'est défini pour tout temps. Petite donnée, c'est défini pour tout temps, disperse, mais en plus, Vn Jt dt Vn Jt moins Un J dt UNJ t en E plus la même chose, juste la première composante en Strickhartz et s'estime par la taille de la donnée initiale. Mais ce qui est important, c'est que j'ai la puissance 3 ici. Et en particulier, c'est plus petit que la puissance 2, si c'est petit. C'est important de voir la puissance 2 ici parce que l'expansion de Pythagore me donne le contrôle sur la somme des normes en carré. Et si je n'ai... Donc il suffit pas... Il faut au moins la puissance 2 ici pour pouvoir s'en débrouiller facilement. Pour finir ici aujourd'hui la séance, j'ai encore un résultat, donc ça sera une application. Maintenant, la théorie générale, il y a une sorte de théorie générale qui a été faite dans le papier de Franck, par exemple, dans cette situation. Mais bon, la démonstration est plus simple si on fait... si on fait juste, je vais faire juste des applications particulières. Donc, par exemple, une application qui me seront utiles la semaine prochaine. Donc, j'ai le résultat suivant, soit U0n, U.0n, une suite qui admet une décomposition en profil. Si en profil. Et on va supposer que tous les profils que VJ est défini pour tout temps et se disperse pour tout temps
pour tout J. Tous les profils sont définis globalement et font dispersion. Alors, pour n grand, la solution U de l'équation non linéaire pour la donnée initiale U0n, U.0n aussi est définie pour tout temps. Et se disperse aussi. Donc je devrais peut-être dire que c'est plutôt un lemme, parce que comme ça, hors contexte, on ne voit pas de raison pourquoi on aurait une situation où tous les profils, une situation un peu particulière, on se sortit un peu de nulle part comme ça. Mais donc le contexte, on le verra la semaine prochaine. Alors, comment démontrer ce lemme? Bon, l'idée, comme j'ai 5 minutes, c'est de considérer la solution approchée. Qu'est-ce que c'est ma solution approchée? C'est de prendre les profils, enfin un ensemble fini de profils, et NT, je considère la solution approchée. Vnt qui est somme de 1 à j de Vnjt plus, et pour le reste, je vais appliquer le flow linéaire, parce que la partie non linéaire, comme c'est petit en Stricart, ça ne joue pas un grand rôle. Enfin, c'est négligeable, on va dire. Donc le flow linéaire appliqué au reste, au terme de reste, Wnj, Wnj point. Et montrer que si je prends J suffisamment grand, le lemme précédent de perturbation me donne la possibilité de conclure, parce que la solution approchée sera suffisamment... l'ansatz est suffisamment bon pour conclure que la vraie solution aussi aura la norme de Stricart finie. Donc, et pour ça, donc c'est quoi l'équation pour ça? Vn résout l'équation suivante. Donc ça, c'est si c'était la vraie solution, ce serait 0. Mais ce n'est pas une vraie solution. Et c'est une solution approchée avec le forcing qui est k carré divisé par 2r carré de sinus de 2 fois somme, enfin de u. Donc je réécris de Vn, donc sinus, je réécris, ici je suis en train de réécrire ce terme-là, mais en utilisant ça. Donc Vn Jt et plus St Wn J Wn J point moins k carré divisé par 2r carré des tous les termes que j'obtiens du fait que Vnj sont des solutions de l'équation.
Donc la non-linéarité sinus de VNJ de T. Et en plus, j'ai la partie linéaire que je n'avais pas prise jusqu'à maintenant de LK, de l'opérateur de ce potentiel carré, enfin R carré inverse qui est dans le potentiel LK. Donc, et maintenant, le jeu consiste à vérifier quelques points, quelques hypothèses. Donc, il faut vérifier quoi? Il faut vérifier que Vn est borné indépendamment de J, uniformément en J. L'im sub de Vn est borné en termes d'énergie et en termes de Stricars. Et pour ça, je peux utiliser ça et expansion de Pythagore. C'est ici que c'est utile. Que je peux réformer les carrés, mais en raison de l'expansion de Pythagore. Donc ça, c'est uniforme en J. Vn est borné en Stricars et en énergie uniformément en J. Et ensuite, si je prends J suffisamment grand, il faut vérifier que l'im sub de la norme L1L2 de Hn de forcing converge vers 0. Et pour ça, bon, c'est des estimations des termes croisés que j'ai mis ici. Il y a une petite astuce ici, mais je n'ai pas le temps de mettre. Si peut-être vous me croyez que les termes croisés, voilà, enfin, s'il y a W, alors directement par le fait que ça converge vers 0 dans Stricars, c'est bon. Après, il faut vérifier que les termes croisés des profils aussi en termes de normes L1, L2, c'est petit. Et il y a une petite astuce qui est assez jolie, c'est d'oublier que c'est des solutions de l'équation non linéaire et montrer ça pour n'importe quelle fonction dans l'espace-temps en fait. Et après, on peut approcher par des fonctions à support compact. Et si on fait ça, les supports sont disjoints en fait et ça devient trivial. Bon, j'ai mis les détails dans les notes. Et une fois qu'on aura fait ça, on peut appliquer le lemme de perturbation et on conclut la démonstration. Donc, merci pour aujourd'hui.